à tous et bienvenue dans cet atelier Horizen Neon et EVM. Donc comprendre ce qu'est le VM et Horizen Neon. Moi je suis Manon Boudou, je suis associée marketing chez Horizen et voici mon atelier aujourd'hui. Donc dans cet atelier nous allons voir brièvement ce qu'est l'écosystème Horizen, que sont les EVM, qu'est-ce que Horizen Neon, et si on a le temps de faire un mint via ThirdWeb, donc une plateforme qui nous permet de minter donc des NFT ou des genres de tokens sur les plateformes EVM. Donc tout d'abord à propos d'Horizen, donc on a démarré en 2017 en étant une crypto-monnaie axée sur la vie privée. Donc il était possible de faire des transactions privées sur la blockchain Horizen. Il était également possible de faire de la messagerie privée. Mais donc au fur et à mesure des années, des besoins de la communauté et des besoins de l'entreprise, donc on a shifté plutôt vers plus d'interopérabilité, mais toujours en gardant notre expertise sur les technologies zero knowledge. Donc juste brièvement, les technologies zero knowledge nous permettaient de faire des transactions privées dans le passé au tout début, et on a gardé cette expertise pour l'utiliser dans nos protocoles d'interopérabilité. Donc aujourd'hui, Horizen, c'est 45 000 nœuds, c'est une communauté de plus de 270 000 personnes, un écosystème inclusif où tout le monde peut participer et être récompensé pour participer au réseau. Donc là, je vous explique brièvement ce qu'est notre chaîne. Donc chez Horizen, on a une chaîne principale qui est la chaîne historique, on va dire, donc la chaîne Horizen. On parle de main chain, de chaîne principale. Après, on a plusieurs chaînes. Donc, on a une chaîne Token Mint, qui, elle, est plus un proof of concept, qui nous a permis justement de tester notre protocole de transfert interchaîne. Et on a la chaîne EVM, donc, qui est disponible sur le réseau depuis le mois d'août. Il faut aussi savoir qu'en septembre, Horizen est devenue une DAO, donc une organisation autonome décentralisée, donc ce qui permet à n'importe qui dans la communauté de voter pour toutes les upgrades, tout ce qui est fait de neuf, de nouveau, dans l'écosystème Horizen. Donc on a plusieurs partenariats, on est présent sur des écosystèmes, sur des exchanges majeurs tels que Binance, Coinbase, et donc également sur des wallets non custodiales comme Ledger, qui est aussi une entreprise française. Donc ça, c'est brièvement, donc notre communauté, elle est de partout dans le monde. On a des ambassadeurs un peu sur tous les continents. Il est possible pour les ambassadeurs de faire des meet-ups, que ce soit en ligne ou que ce soit en face à face, pour expliquer ce qu'est le projet Horizen et atteindre le plus de monde possible et les faire venir dans l'écosystème. Donc maintenant, on va voir ce qu'est le VM. Et au début, on va quand même rappeler quelques notions, parce que je ne sais pas quel est le niveau de chaque personne dans l'audience aujourd'hui. Donc la blockchain, déjà, je pense que vous savez tous quand même un peu, c'est un registre décentralisé. C'est une technologie de stockage et de transfert de l'information principalement, où que ce soit des mineurs ou des stakers, de plusieurs participants au réseau et qui vont se mettre d'accord sur les transactions à ajouter au bloc et qui veut s'enchaîner, donc d'où le nom de blockchain. On parle souvent de protocole décentralisé. Donc la décentralisation, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, mais c'est le fait d'avoir plusieurs nœuds qui fonctionnent ensemble un peu partout dans le monde et de ne pas avoir une seule entité centrale qui va décider des informations qui seront ajoutées à la blockchain. Ethereum, donc ça c'est aussi un peu le sujet principal aujourd'hui, c'est une blockchain qui permet, alors c'est une blockchain sur laquelle les développeurs peuvent développer en Solidity, qui est donc un des langages les plus utilisés dans l'industrie blockchain aujourd'hui. Et c'est justement l'intérêt de faire des EVM aujourd'hui, c'est d'avoir des développeurs en Solidity, qui développent en Solidity, qui pourront développer sur nos écosystèmes. Et aujourd'hui, c'est Ethereum qui permet le développement de smart contracts et de dApp. Donc les dApp, ce sont des applications décentralisées donc, qui vont fonctionner sur les blockchains. Et les smart contracts, c'est comme des contrats automatisés donc, qui vont se déclencher selon certaines règles. Le gaz, donc ça va être les jetons qui vont être consommés
lorsque le smart contract va interagir avec la blockchain ou avec le client. Et donc, parce que ça demande à chaque fois de consommer des jetons pour que le smart contract soit utilisable, pour vulgariser grossièrement. Et donc après, on a les protocoles ERC. Donc ça, c'est des standards au niveau des protocoles Ethereum. Donc on a par exemple le ERC20 qui permet de faire des jetons fongibles. Donc ça avait des tokens qu'on va s'échanger. C'est des jetons basiques, on va dire. Et les NFT, donc les ERC 721, qui vont beaucoup vus sur des images aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi des diplômes ou des brevets. C'est vraiment des actifs qui seront uniques sur la blockchain. Et donc, qu'est-ce que le VM? Donc, VM, ça signifie Ethereum Virtual Machine. Donc, c'est vraiment ce qui permet de déployer, alors pour n'importe quelle machine, blockchain compatible VM, de déployer des smart contracts. Et donc, ce qui va permettre de vérifier l'état des blocs pour les ajouter à la blockchain. Donc, ils utilisent tous le même protocole de vérification des blocs. En EVM connu, on a Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon, comme vous pouvez voir ici. Et donc bientôt, peut-être une des EVM très connues qui sera Horizon Neon. L'avenir le dira. Donc les principes de l'EVM, c'est de réduire la barrière d'entrée dans les blockchains, de permettre à plus de développeurs de rentrer dans les écosystèmes, puisque c'est des langages, des codes beaucoup plus utilisés. Et après, donc, dans les inconvénients de l'EVM, alors qui ont tendance quand même à être mitigés aujourd'hui grâce à des nouveaux protocoles EVM, ça va être l'augmentation des frais de gaz. Parce que quand le réseau est beaucoup utilisé, ça peut coûter très cher d'utiliser un smart contract. Mais là, on a quand même plusieurs EVM et plusieurs entreprises aujourd'hui qui travaillent à faire en sorte que ces frais soient réduits. Donc maintenant, nous allons voir un peu Horizon Neon. Donc Horizon Neon, comme dit, ça a été introduit chez Horizon pour permettre à plus de développeurs de rentrer dans l'écosystème, qu'on a réussi à développer grâce à notre transfert de protocole interchaîne. Donc on a vraiment la chaîne EVM qui communique avec la chaîne principale. Donc les personnes qui rentrent dans le réseau Horizon Neon, ils vont quand même payer leurs frais de gaz en Zen. Donc ça va apporter de la liquidité à l'écosystème. Et ça leur permet de faire partie du réseau Horizon avec ses 45 000 nœuds, avec son service support, avec sa communauté et avec son système inclusif. Pour développer Horizon Neon, donc on est passé par plusieurs phases. Mais bon, ça c'est quelque chose de très courant dans le développement, dans tout type de développement. Donc on passe généralement par plusieurs phases de testnet. Donc au début, c'était un testnet privé, donc sur invitation uniquement. Après, on a eu un testnet temporaire. Et là, aujourd'hui, donc on a deux environnements. Donc on a l'environnement testnet Gobi, que tout le monde peut utiliser gratuitement. Donc on va passer par ce qu'on appelle un faucet pour demander des jetons et pouvoir tester la blockchain EVM avant de l'utiliser sur le mainnet et d'utiliser des vrais tokens. Et donc, comme dit, c'était live à partir du mois d'août 2023. Donc là, ça vous donne une idée un peu de tous les partenaires qu'on a mis sur le réseau depuis. Donc, au niveau de l'infrastructure, les oracles, ça va être des agrégateurs de données qui sont en dehors de la chaîne et qui vont pouvoir donner on a des données off-chain et on-chain. Donc off-chain, c'est quand les données ne sont pas visibles sur la blockchain, et on-chain quand elles sont visibles. Donc les oracles vont permettre de faire intégrer des données qui ne sont pas visibles habituellement par les blockchains sur les blockchains. On a les indexeurs, donc ça qui vont permettre par exemple Covalent, ils vont permettre de nous donner des idées sur le nombre de transactions qu'il y a eu dans le mois, sur le nombre d'adresses qui ont été actives, donc qui va donner une idée de l'utilisation de l'EVM, des frais de gaz, un peu de la compétitivité de la blockchain. En interopérabilité, donc on est partenaire avec Layer 0,
Et c'est un protocole qui permet d'être totalement interopérable, donc d'être totalement échangeable avec d'autres écosystèmes, qui soient EVM et parfois non EVM également. Où là, l'interopérabilité, elle va vraiment se faire au niveau de la couche de base de la blockchain, qui sera différent du swap qu'on va voir un tout petit peu après. Au niveau de l'infrastructure réseau, donc c'est les partenaires qui vont nous permettre de monter des nœuds. Parce que comme sur la blockchain, on a besoin de plusieurs nœuds en compétition pour ajouter des blocs à la blockchain. Donc nous, sur la chaîne principale, c'est en proof of work, c'est des mineurs. Mais sur la chaîne Horizon Neon, c'est ce qu'on appelle du staking. Donc plus on met de jetons en enjeu, plus on a de chances de fermer un bloc et donc de gagner la récompense de bloc et les frais de transaction liés aux transactions qui ont été ajoutées à ce bloc. Et donc, on a besoin de passer parfois par des partenaires pour mettre en place ces nœuds. Donc ça, c'est les partenaires qu'on a pour le moment. Ensuite, c'est au niveau des outils développeurs. Donc ça, c'est tous les outils qui vont aider les développeurs à déployer leur smart contract sur la blockchain, avec des outils plus ou moins accessibles selon le niveau du développeur. Par exemple, sur ThirdWeb, vous n'avez pas du tout besoin de savoir coder. N'importe qui, si on a le temps justement, on va le voir après, mais n'importe qui peut déployer un jeton via ThirdWeb. On connecte au wallet, à la limite, l'étape qui va être un tout petit peu difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, c'est d'ajouter le jeton à la blockchain, et encore, ça peut se faire en un clic. Et après, il va pouvoir juste en 3 clics déployer son NFT ou déployer son ERC20, il va choisir combien de tokens à mettre dedans et toutes les caractéristiques liées à ce jeton. Après, on a les outils utilisateurs, donc ça va être principalement des wallets. Donc c'est là où l'utilisateur va pouvoir retrouver ses jetons et interagir avec les smart contracts. Les explorateurs, donc ça va permettre d'avoir toutes les données visibles, c'est-à-dire pareil, de voir le nombre de transactions, le nombre de wallets actifs, mais qui est directement fourni par le protocole et pas par un indexeur comme on a vu avec Covalent. Nous, certaines, c'est pas toutes les blockchains, mais nous, étant donné qu'on est une DAO, on peut voter. Et on a choisi Snapshot comme partenaire, donc qui permet aux membres de la communauté de lier leur wallet à la blockchain et qui leur permet de montrer quel pouvoir de vote ils ont, combien de tokens ils ont pour pouvoir voter et avoir plus de poids ou moins en fonction des jetons qu'ils ont. Pour les institutionnels, voilà, c'est des wallets vraiment réservés pour les institutionnels où là, on est toujours sur MetaMask. En sécurité et analyse, ça va être des chaînes qui vont permettre de vérifier, de rendre transparente, c'est déjà transparent, mais qui vont permettre de rendre encore plus transparent ce qui se passe sur la blockchain, ce qui s'est passé dans le passé, pour voir si un jeton a bien été utilisé de bout en bout. Ça peut être utilisé à différentes raisons. Et Revocash, par exemple, ça c'est si jamais, c'est un outil assez intéressant qui a aussi pu être hacké dans le passé. Mais Revocash, ça vous permet de retirer toutes les permissions que vous avez données à une blockchain ou à un autre protocole. Dire que par exemple, si demain on a Magic qui est un protocole compromis, on peut utiliser Revocash pour retirer toutes les permissions qu'on a fait avec cette blockchain et donc ne pas être impacté par le hack ou ne pas être plus impacté par le hack. Donc c'est quand même des outils très intéressants. Après, là, au niveau de la DeFi, donc, ça va être tout ce qui va permettre de gagner de l'argent ou de la tokenisation vraiment de produits sur la blockchain. Donc les swaps, comme je vous disais, c'est différent de Layer 0. Ça permet à 2 jetons d'être échangés entre 2 blockchains très facilement. Mais ce qui est aussi possible par les bridges, où on est... le bridge, il va vraiment changer de blockchain que le swap, l'utilisation va être un peu plus rapide. Les real world assets, donc c'est tout ce qui est des actifs réels, où on va pouvoir par exemple avoir des digital twins, donc des actifs réels de tokenisés sur la blockchain et utilisables sur le monde de la DeFi. La liquidité, donc c'est pour ajouter plus de liquidité dans la DeFi toujours, pour être sûr
Parce que si jamais je veux justement échanger des zen contre un autre protocole EVM par un swap, il faut qu'il y ait de la liquidité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des zen et des autres tokens dans le pool pour que je puisse échanger les tokens rapidement, parce que ça ne va pas se passer entre deux utilisateurs. Enfin, c'est un pool qui va prendre toutes les crypto-monnaies et on va pouvoir se les échanger dedans directement. Donc la liquidité permet d'apporter plus de jetons dans ces pools, ce qui permet à être un jeton d'être plus facilement échangeable. Donc les agrégateurs yield, ça c'est des agrégateurs de rendement. On met en jetons en stake, en enjeu des jetons, et ça permet de récupérer un rendement assez régulier. Borealand, ça permet du coup de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. Et après, on a les contrats perpétuels. Chez Horizen, donc on a plusieurs outils de développement. Donc sur Horizen Eon, donc on a un explorateur de blocs qui permet à nos développeurs de voir quel est l'état de la blockchain et qu'est-ce qui se passe actuellement sur le réseau Eon, quel est le nombre de transactions, quels sont les frais actuels, donc qui leur permet de donner une idée avant de déployer ou de voir, justement une fois qu'on a déployé un smart contract, de voir comment celui-ci est utilisé. Donc c'est l'explorateur de blocs qui va permettre de donner ces informations. Dans le dashboard utilisateur, donc ça pareil, hein, c'est comme une autre visibilité que donne l'explorateur de blocs et Ecovalent, où on va souvent agréger un tout petit peu plus de données. Et après, chez Horizen, on a quand même assez connu pour la documentation qu'on fournit et qui est très complète. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'avoir des tutoriels disponibles au plus vite à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau sur la blockchain. Également au niveau de la communauté de développeurs, donc comme je disais, on est sur un protocole très inclusif. Donc on va avoir des hackathons qui soient soit sponsorisés directement par Horizen Eon ou consporisés. Donc généralement, sponsorisé, c'est plus sympa parce que ça permet d'utiliser plusieurs protocoles et d'essayer différentes choses. On a aussi des grants. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez déployer, alors que ce soit un protocole de L2, une DApp ou un smart contract qui serait intéressant à déployer chez Horizen, mais pour lesquels il faut quand même des fonds encore pour développer, vous pouvez passer par notre système de grant qui est disponible aujourd'hui. Après, on a aussi les plateformes de Bug Bounty. Donc ça, c'est valable généralement toute l'année. Donc ça vous permet de, si jamais vous avez repéré une vulnérabilité sur un des protocoles, sur le protocole Horizen Eon, de pouvoir le soumettre à l'équipe, tout simplement. Et d'avoir aussi d'être rémunéré pour ça. Alors je ne sais pas trop où on en est au niveau du timing. Ok. Est-ce que j'ai 3 minutes pour mettre la vidéo? Ok. Parce que du coup... Voilà, donc là j'ai mis quelques liens utiles, donc je peux vous envoyer la presse juste après, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de liens qui sont sympas. Et bah oui, là avec... ah oui, non. Là, j'ai un bon internet maintenant, donc c'est bon. Mais comme ça, vous allez voir la facilité que c'est de déployer un ERC20 via ThirdWeb, donc même quand vous n'êtes pas développeur. Donc ça va, on va bien. Est-ce que normalement il y a quelqu'un qui parle? Mais du coup, au début, il faut aller sur les sites internet, ce qui vous permet. Donc là, ça vous, on va d'abord sur le. Ouais, on peut d'abord aller sur le faucet, récupérer des jetons, ou tout simplement pour connecter la blockchain à MetaMask. Donc là, ils vont directement sur l'explorateur. Et donc là, le fun, il commence sur ThirdWeb. Donc on connecte le wallet. Donc nous, pour l'instant, on est compatible avec MetaMask. Donc sur ThirdWeb, on peut directement configurer le network en quelques clics. Donc là, à l'époque, c'était sur le Yuma testnet. Donc c'était le testnet qui était disponible juste avant le testnet permanent Gobi. Donc en 2-3 clics, on peut configurer le testnet ou aujourd'hui le mainnet sur MetaMask.
Donc là, on va aller chercher des tokens, justement des tests Zen sur le faucet. Donc ça se fait très rapidement. Donc après, on va juste chercher le smart contract qu'on veut. Donc là, c'est des tokens. Donc un clic, on tape le nom du token qu'on veut, le symbole. Donc le symbole, c'est aussi ce qu'on appelle le ticker. Ça va être les quelques lettres qui vont représenter le jeton sur la blockchain. Donc là, c'est en accéléré, parce que parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc le Third Wave va appeler d'abord une première fois le contrat. Donc il faut confirmer au niveau de MetaMask. Donc toujours faire attention avec MetaMask. Si MetaMask vous demande de confirmer quelque chose alors que vous n'avez rien demandé, vous ne cliquez pas, parce que sinon vous allez vous faire voler votre wallet. Donc après, là, il appelle une deuxième fois MetaMask pour ajouter le jeton à MetaMask. Donc là, dans ces cas-là, c'est safe de dire oui. Après, donc là, avec ThirdWave, il y a toujours besoin d'une étape supplémentaire. Une fois que le jeton est créé, on va mint des tokens. Donc on choisit le nombre de tokens qu'on veut créer sur la blockchain. Donc pareil, ça va encore une nouvelle fois appeler MetaMask. Et après, il y aura les tokens disponibles. Ce qui est possible, donc du coup, parfois, c'est de burn des tokens. Donc quand on va burn les tokens, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va les retirer de la blockchain. Ça les supprime totalement, en fait, tout simplement. Ça peut être utile dans certains cas. BNB, Binance fait ça. Alors c'est à des périodes assez régulières. Ils vont à des périodes assez régulières, ils burnent des tokens, donc ce qui permet de réduire la supply et d'augmenter la demande pour le jeton et autres intérêts. Donc voilà, c'était pour la présentation. Si jamais j'ai pas vu une main levée ou quoi que ce soit, je suis toujours disponible au stand Horizon, donc au fond de la salle, tout là-bas. Merci beaucoup encore.